Que le secteur énergétique, il est vaste. C'est-à-dire, pour le casser un peu, il y a l'amont énergétique et il y a l'aval. Donc Ouais. l'amont, quand on en parle, c'est tout ce qui est hydrocarbures. On est soit en onshore ou en offshore. Après, il y a la partie entre l'amont et l'aval, donc le transport même de l'hydrocarbure ou en tout cas le processus de mise en valeur. Et l'aval, c'est vraiment tout ce qui est électricité. C'est un peu, voilà, le maillon final, électricité, électrification rurale, eau, beaucoup de choses quoi, toute chose qui a en fait dans son utilisation pourvoit de l'énergie, et même dans la définition de l'énergie. Salam Zia, bonsoir à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Ici your boy Habib Sal, bienvenue pour un nouvel épisode du Cercle d'Influence Podcast, votre cercle qui s'inspire à inspirer avant d'expirer. C'est avec un grand honneur que je reçois aujourd'hui mon cher Abdou Fall, consultant en énergie dans un Big Four. Abdou, bienvenue au cercle. Merci beaucoup Habib, c'est un honneur pour moi. Non, le plaisir est pour moi. En tout cas, merci beaucoup d'être là. Je suis content et ravi de t'accueillir sur le Cercle d'Influence Podcast. Pour nos auditeurs et spectateurs, est-ce que tu peux nous parler brièvement de toi, de ton parcours, avant qu'on entre dans le vif du sujet? Oui, je peux bien, super. Donc, merci beaucoup. Bonjour à tous et à toutes. Donc, je suis Abdou Fall. Je suis, comme tu dis, actuellement consultant en énergie et secteur public dans une Big Four de la place. Donc, mais les plus proches m'appellent Abo. Donc, ça, c'est pour tous ceux, j'ai fait l'école. Donc, j'ai fait Seydou Nourou Tall plus jeune. J'ai eu un bac scientifique. Après, j'ai suivi un BBA, un Bachelor en Business Administration, et je me suis spécialisé en finance des marchés. Puis, j'ai fait un master en management de l'énergie et des ressources pétrolières. Donc, ce pourquoi je suis actuellement dans la filière énergétique. Donc, entre-temps, j'ai fait une série de certifications un peu partout, en Chine, aux États-Unis. Donc, j'ai récemment participé en 2023 au Mandela Washington Fellowship. Donc, ça aussi, c'est un tournant marquant dans mon parcours. Mais quand même, je me décrirais comme entrepreneur en série. Donc, j'ai eu dans le champ de l'entrepreneuriat à faire quelque chose depuis ma seconde année de bachelor. Je suis particulièrement passionné par la technologie as a service et par les infrastructures de développement. Donc, peut-être qu'en termes d'entrepreneuriat, j'ai beaucoup travaillé au Sénégal, un peu en Gambie, un peu au Ghana, et vraiment, on a les ambitions d'améliorer les conditions de vie ici. Et je terminerai par dire que je suis un passionné de la vie associative, du social. Donc, c'est là où je me sens vraiment en train de servir mon pays de façon ludique et, tu vois, participative. Donc, je sais pas si ça te va, mais c'est un peu du moi. Oui, sacré parcours. Je pense que tu as parlé de Mandela Fellowship, tu parles de Yali, non? Du Oui, oui, programme Yali? effectivement, Ou c'est effectivement. différent de Yali? Moi aussi, je l'avais fait, je pense, Ok, juste après mes études de master, mais c'est vraiment, c'était une belle expérience, j'ai beaucoup appris. Et du effectivement. coup, qu'est-ce que tu as appris de cette expérience de Yali? Pour les gens qui Euh, nous écoutent, peut-être ce serait bien de parler un peu de cette Yeah, expérience. yeah, yeah. Donc, le YAL et le Young African Leadership Initiative, comme tu dis, a beaucoup de composantes. Donc, comme ceux que tu fais, il y a d'autres aussi centres de leadership ici à Dakar et un peu partout en Afrique. Moi, j'ai eu la chance de faire le Mandela Washington Fellowship qui a été créé en 2014 par le président Obama. C'est un des programmes les plus phares et c'est intéressant parce que c'est une immersion aux États-Unis et il y a plusieurs tracks. Donc, il y a le business, le civic et le public management track. Moi, j'avais fait le business. C'était bien, j'ai beaucoup appris, je me suis créé même une famille, c'est-à-dire les gens avec qui je suis parti, le réseau que tu trouves aussi sur place, parce que c'est un programme qui te permet déjà d'apprendre qui tu es en termes de leader, en termes d'impact, et souvent tu pars avec ton projet personnel ou vos projets, donc ils l'ont conçu de telle sorte qu'ils t'améliorent ton projet. Donc j'ai beaucoup appris en termes de business modeling, en termes tu vois, comment on peut appréhender et améliorer vraiment les idées de business qu'on a. Donc, grosso modo, c'est ça. Ça, c'est un réseau, le Mandela, en Afrique, un réseau aux États-Unis, très, très enrichissant, très, très puissant.
Ouais, c'est vraiment enrichissant. Et pour les gens qui nous écoutent et qui nous regardent, n'hésitez pas à faire des recherches dessus si vous êtes intéressé. Si vous tapez Effectivement. Yali sur Google, vous allez avoir toutes les informations nécessaires et les prérequis qu'il faut pour postuler, quoi. Mais c'est Effectivement. vraiment un programme qui forme les futurs leaders de notre continent. Yeah. Donc, Abdou, si je me trompe pas, votre mémoire de fin d'études a porté sur l'analyse des enjeux et l'électricité, pardon, Mm. des enjeux de l'électricité et des perspectives des consommateurs au regard du patrimoine hydrocarbures naissant. Effectivement. J'imagine que ça fut une belle recherche scientifique et une belle démarche d'appropriation de ce qui se passe dans le domaine des hydrocarbures et dans le domaine énergétique au Sénégal. Est-ce que tu pourrais nous partager tes conclusions et qu'est-ce que tu as découvert à travers cette étude sur le contexte pétrolier et énergétique du Sénégal? Ok, ok. Donc tout à fait. En fait, je peux en parler. Le mémoire, c'est l'analyse des enjeux de l'électricité et des perspectives des consommateurs au regard du patrimoine hydrocarbures qu'on a. Donc en fait, je l'ai écrit dans un contexte où on venait de parler de pétrole, de gaz. Tu te rappelles quand les gens parlaient de Sunyu 300 000, il y avait les pétitions là par rapport à la hausse des factures de Ouais. l'électricité qui avait presque 30 000 signatures. Donc moi, mon objectif, c'était de un Jox ma peu, sama 400 000, quoi. voilà, 300 ou 400 000. Donc moi, mon idée, c'était un peu de camper le décor, de parler du secteur, de qui est-ce qu'il y a comme acteur dans le secteur de façon très brève et humble, parce que c'est vraiment vaste, tu t'en rends compte quand tu commences à travailler dedans. Mais la partie analytique qui m'intéressait, c'est qu'est-ce que les Sénégalais comprennent on a le pétrole et le gaz et nos factures d'électricité, les énergies renouvelables, des choses comme ça. Donc, ce qui en ressort principalement, c'est que il y a une tension fondamentale entre la volonté politique d'améliorer le tissu électrique national, c'est-à-dire en termes de politique. Il y a vraiment beaucoup de choses qui ont été faites et il y a en même temps, le bon Dieu nous a doté d'un bon bassin sédimentaire, donc on a le pétrole et le gaz. On fait partie maintenant des produits producteurs et exportateurs, une chose vraiment incroyable. Et il fallait que je puisse me dire qu'est-ce que les gens en pensent. Donc, ce que les gens en pensent, c'est que déjà, ils se disent qu'on a le pétrole et le gaz, donc l'accès universel doit être atteint. C'est-à-dire tous les Sénégalais aujourd'hui doivent avoir une électricité équitable, fiable, des choses comme ça. Une bonne chose aussi qu'on remarque, c'est que ils sont assez positifs par rapport il y a moins de délestage. C'est-à-dire ils sont plus positifs par rapport au futur parce que avant il y avait beaucoup de coupures de courant. On s'en Ouais, rappelle ouais. vers le début des Mhm. années Surtout 2000, ça a créé dans les beaucoup de années tensions. 2012. Exactement, jusqu'en 2012. Donc voilà, donc ils sont assez positifs déjà que ça a été en cours d'être stabilisé et aujourd'hui on a le pétrole et le gaz. Et après, ce qu'on remarque, c'est que bon, ils sont pas très les Sénégalais ne sont pas très comment on dit aware, ne connaissent pas bien tous les enjeux du secteur énergétique parce que c'est pas juste le pétrole et le gaz. Aujourd'hui, on doit avoir le pétrole et le gaz. Il y a les énergies renouvelables à côté. On doit moins polluer notre planète, des choses comme ça. Donc c'était un peu ça l'idée derrière le mémoire et la conclusion, c'est que il faut vraiment qu'on les sensibilise un peu plus. C'est un secteur qui paraît un peu compliqué, mais il n'est pas très très compliqué. On doit nous aller vers la formation, faire des mémoires comme ça, des recherches scientifiques, des articles. S'il y a de petits problèmes de 300 000, la typologie des contrats d'exploitation, on en parle, on fait des débats un peu comme sur le format là. Je pense que les gens vont beaucoup plus comprendre et il y aura pas vraiment ce mystère énergie là parce qu'il y en a pas au fond. Ouais. Et je pense que ces dernières années, il y a eu un changement et surtout une appropriation du sujet par les consommateurs et par la population. Parce qu'avant, bon, comme tout consommateur, d'habitude, le consommateur, ce qui l'intéresse, c'est le prix du produit ou du service qu'il achète, quoi. Lui, il se dit, bon, j'ai l'habitude de payer, par exemple, 5 000 francs par mois. J'ai envie de continuer à payer le même prix jusqu'à l'éternité, quoi. Et si Exactement. jamais le prix évolue, le consommateur, il est Exactement. inquiet, il est perturbé, il se demande, mais qu'est-ce qui Exactement. se passe?
pourquoi le prix d'électricité continue d'exploser, et ainsi de suite. Exactement. Mais je pense que depuis qu'on a découvert les gisements pétroliers et gaziers, et qu'il y a eu un débat, beaucoup de débats à la fois intellectuels, mais à la fois aussi financiers sur les termes, sur les tenants et les aboutissants de ces contrats-là. Yeah. La population est de plus en plus en fait consciente de comment ces négociations pourront impacter le prix de l'électricité, mais aussi comment les ressources minières sont gérées dans notre pays, quoi. Exactement. Et du coup, le consommateur, est-ce que le profil des consommateurs, ça a évolué entre-temps ou pas? Qu'est-ce que le consommateur attend depuis qu'il y a eu ce début d'exploitation pétrolière et gazière et que maintenant on est devenu un pays producteur de pétrole et de gaz? Très, très bonne question. Très, très bonne question. Et ça, la question est d'autant plus intéressante parce qu'on connaît l'homo sénégalensis, comme on l'appelle. C'est-à-dire, nous, on est un peu experts en tout. On parle de tout. Comme tu dis, il y a eu des débats financiers et tout. Mais il y a surtout eu des débats politiques. Donc, chacun disait un peu ce qu'il pensait. Mais ce qu'ils attendent, au fond, de façon terre à terre, c'est qu'à la fin du mois, ils regardent leur facture ou sur leur compteur Woyofal et ils payent moins. C'est-à-dire avec quoi qu'on puisse dire, énergie, pétrole, gas to power, ce qu'ils veulent, c'est que juste en termes d'énergie, ou bien peut-être aussi en allant à la station d'essence, ils payent moins, quelque chose comme ça, parce que l'énergie, c'est pas juste l'électricité. Donc, en outre aussi, si c'est bien fait et bien planifié, jusqu'à même dans ce qu'ils mangent, ils pourraient le sentir parce que si l'essence coûte moins cher, le transport, il y a un rapport de conséquences qui peut y avoir. Mais de façon très terre à terre, ce qu'ils attendent, tous ces experts-là qui parlent souvent d'électricité, tout ça, et d'énergie, c'est que les coûts redescendent. Parce que puisqu'on l'a dans notre bassin sédimentaire, il se paraît très normal de dire, OK, on a ça à côté. Avant, on l'importait et on avait beaucoup de coûts d'importation, le fuel, tout ça là, et c'était pas très régulier. Donc, on attend cette stabilité-là aujourd'hui et moi, je me dis que c'est ça, l'objectif, c'est qu'ils sentent moins les coûts qui sont de tout ce qui est lié à l'énergie. Donc, je pense que c'est la mission fondamentale aujourd'hui des acteurs politiques même. Ouais. Quels sont les défis énergétiques que nous rencontrons en ce moment et quelles sont les solutions qui semblent beaucoup plus pérennes et adaptées à notre vision et modèle de développement? Surtout que toi, tu accompagnes Laser. Peut-être, si tu veux, tu peux commencer par expliquer un peu ce que c'est que Laser et comment ton entreprise, vous faites l'accompagnement de ces projets d'électrification rurale et quelle est la vision, l'objectif derrière aussi. Ok. Donc, tu as dit beaucoup de choses, mais... Non, mais vas-y doucement. Yeah. Tu peux l'aborder comme tu veux. Mais par rapport au défi, je pense que... parce que le secteur énergétique, il est vaste. C'est-à-dire, pour le casser un peu, il y a l'amont énergétique et il y a l'aval. Donc l'amont, quand on en parle, c'est tout ce qui est hydrocarbures. On est soit en onshore ou en offshore. Après, il y a la partie entre l'amont et l'aval, donc le transport même de l'hydrocarbure ou en tout cas le processus de mise en valeur. Et l'aval, c'est vraiment tout ce qui est électricité. C'est un peu voilà le maillon final, électricité, électrification rurale. Beaucoup de choses, quoi. Toute chose qui a, en fait, dans son utilisation, pourvoit de l'énergie, et même dans la définition de l'énergie. Donc, aujourd'hui, en parlant des défis, moi, je pense que je suis beaucoup plus à l'aise de parler, de l'aval, donc de la dernière partie qu'on sent un peu plus. Donc, les défis là-bas, c'est peut-être l'accès universel. Parce que, comme tu dis, en travaillant avec certains acteurs, on se rend compte que tout le monde n'a pas accès à l'électricité et, bon, l'électricité, c'est la moelle épinière de la croissance économique, quoi. C'est très, très nécessaire. Donc, je pense qu'un des premiers défis, c'est que tout Sénégalais, peu importe sa localisation, puisse avoir accès à une énergie fiable, abordable pour elle. Et voilà. Donc, ça, c'est mon premier point des défis à relever. Et pour cela, l'autre défi à relever, c'est que le territoire national, en termes de maillage, soit bien maillé, que les fils de courant, que ce soit les fils de courant puissent accéder tout le monde. Il y a des zones aussi qui sont un peu
pas facilement accessibles. Ça peut être des îles, tu vois, ça peut être des zones où, si jamais tu veux y ramener du courant, ça va te coûter très très cher. Donc, tu es obligé de faire des solutions solaires, des solutions qui ont moins de coûts que de mailler le réseau jusque là-bas. Mais un des défis, c'est que l'énergie puisse avoir accès là-bas. Que ce soit de l'électricité ou même de l'essence, c'est-à-dire des stations de service pour qu'ils puissent avoir de l'essence ou du gasoil pour leur groupe électrogène ou pour les différents types d'activités qu'ils font. Et en plus de ça, je termine par le défi de la durabilité environnementale, quoi. C'est-à-dire, dans tout ce qu'on dit là, on doit penser à l'environnement. Donc aujourd'hui, un des défis, c'est d'avoir l'accès universel, de mailler notre réseau, mais tout ça de penser à notre environnement, parce que n'oublions pas que le changement climatique, c'est réel. Donc, il faut qu'on puisse, en termes de solutions, je pense que c'est une partie de ta question, c'est d'aller vers des solutions qui nous aident beaucoup plus. Aujourd'hui, on a le gaz et on parle du gas to power. Moi, je suis convaincu que c'est une des solutions qui peut bien nous aider à la fois côté électricité, côté cuisson, parce que c'est un gaz qui peut même nous permettre de cuire nos aliments. Donc, on peut aussi avoir le coût du gaz qui va diminuer, le gaz butane, ou bien peut-être avoir des infrastructures qui nous permettent d'avoir un peu comme ce qu'on voit à l'extérieur, du gaz à la maison, c'est-à-dire avec le tuyau, et que tu payes ta facture à la fin du mois. Donc, je pense que c'est des pistes de solutions. Il y a aussi l'utilisation des énergies renouvelables, c'est-à-dire éduquer les gens, en parler. Parce qu'aujourd'hui, je sais pas si tu sais, mais l'autoproduction, c'est possible au Sénégal. C'est-à-dire avoir ces panneaux solaires dans tes champs, dans ton activité, chez toi, produire ton électricité et le vendre. C'est peut-être pas encore très très connu, mais je pense que c'est des pistes de solutions par rapport à ce que tu dis pour pouvoir relever les défis dont on a parlé. Et peut-être en dernier lieu, je vais parler des nécessités de formation. Nous, les jeunes, on doit se former, on doit connaître c'est quoi les métiers de l'énergie. C'est très vaste, il y a beaucoup de métiers qu'il peut y avoir et on peut relever entre autres le défi de l'emploi, parce que l'emploi des jeunes aujourd'hui, c'est une véritable problématique, quoi. Donc, grosso modo, c'est ce que je dirais par rapport à cela. Ouais. Et je pense que t'as abordé un sujet essentiel, c'est que je pense que le coût de l'énergie, ça va avec le niveau de développement du pays. Je ne sais pas si tu m'avais dit que tu es un gros fan de Jordan Peterson, mais il a reçu un environnementaliste, mais aussi un chercheur en énergie. Je pense que son nom, c'est Goldberg. Il a écrit un livre qui démontrait en fait comment la situation actuelle en termes d'énergie et d'accès à l'énergie a permis en fait de réduire le niveau de pauvreté, surtout dans les zones les plus éloignées, mais aussi dans les populations les plus dépourvues, quoi. Oui, Et regarde du coup, pour Dubaï, dire que c'est-à-dire, c'est comme, j'ai dit, c'est comme des pays comme Dubaï qui, dès qu'ils trouvent l'énergie, Abu Dhabi, on a Abu des Dhabi et pays tout. plus Mais pour dire excellents, qu'en la fait, je pense que Norvège. lui, ce qu'il cherchait à faire, c'est qu'il cherchait à donner une corrélation entre l'énergie et la pauvreté. Ok, Et son yeah, principe, c'est que si vous ok. voulez réduire la pauvreté ou même anéantir et supprimer complètement la pauvreté et améliorer les conditions de vie des différentes populations, surtout les populations les moins développées, la meilleure chose à faire, c'est juste de réduire le coût de l'énergie et de l'électricité et de faire sorte que tout le monde a accès à cette énergie. Et Effectivement, pour être honnête, c'est un droit. il a raison parce que Mm. quand tu réfléchis, qu'est-ce qui fait tourner la civilisation actuelle, hein? C'est l'énergie, quoi. Genre, tout est Effectivement. basé sur l'énergie. C'est l'électricité qui nous permet de pouvoir nous chauffer nos maisons, de pouvoir Ouais, cuisiner, de ouais, pouvoir se déplacer d'un ouais, point A à un ouais, point B, parce ouais, que l'essence, le gasoil, le diesel, ça vient du pétrole. ouais. Et les machines, la civilisation actuelle, ça se repose sur l'énergie, sur les dérivés pétroliers. Ouais, Et du coup, il disait que si vous voulez vraiment aider n'importe quelle population à sortir de la pauvreté, faites sorte que l'énergie soit tout accessible et à que fait, les gens puissent, tout à fait, en fait, parce que puissent se déplacer, tout à se fait. chauffer, se cuisiner, se nourrir, ainsi de suite. Et je pense que au Sénégal, je pense que tu me disais en off que le taux de couverture d'électricité a beaucoup amélioré entre-temps. Oui, c'est-à-dire oui, on a fait beaucoup d'efforts. Franchement, moi, comme je dis souvent, le Sénégal, c'est un très bon élève en termes de secteur énergétique.
Donc, comme tu dis, moi, je pense que le taux de couverture nationale dans les années 2000, il était aux alentours de 30%. Je parle bien du taux de couverture nationale partout. Il était aux alentours de 30%. Aujourd'hui, on est à 85%. Donc, il nous reste plus que 15%. On est à 85%. Aujourd'hui, en 2023, oui. Ok. Donc, mais quand même, c'est ce toujours taux-là, bas comparé aux autres pays quand même. mais quand même, Comparé aux pays oui, occidentaux, dans c'est la toujours sous-région, bas. on est très bien. C'est-à-dire, franchement, moi, j'ai vu des cas de pays en Afrique francophone où on est toujours à l'heure entre 15 à 20%. C'est incroyable. Mais quand même, le Sénégal aussi, c'est un rapport de dimension du pays, comment le pays il est grand et aussi à la population. Il y a combien de gens. Mais le taux là cache aussi des disparités parce que il y a une disparité entre tout ce qui est zone urbaine et périurbaine et les zones rurales. En zone rurale, c'est moins, peut-être le taux est moins, comment on dit, moins nice, moins cool. Aujourd'hui, en zone rurale, dans les années 2000 aussi, on était aux alentours de 12%. Aujourd'hui, on est à 65%. C'est un beau taux, dans les mais zones en fait, rurales. Ok. oui, dans les zones rurales. Si tu regardes juste l'aspect rural, c'est-à-dire quand tu fais un décompte de tout ce qui est zone rurale, qui est différent de là où on vit, nous, Dakar, les grandes villes. Donc, il y a la différence entre zone urbaine, périurbaine. Mais les zones rurales, c'est vraiment là où il y a le Sénégal, en fait. Et là-bas, il reste quand même beaucoup. En même temps, c'est eux qui en ont besoin le plus, quoi. Si on est d'accord. C'est-à-dire, bon, ils en ont vraiment besoin parce que c'est vraiment ça qui va être le moteur d'une meilleure santé, d'une meilleure éducation, de meilleur accès à beaucoup de choses, donc d'amélioration des conditions de vie. Donc moi, je pense qu'aujourd'hui, le gap là doit être réduit. Donc on a dit, le Sénégal s'était fixé pour l'accès universel en 2025, ils n'ont pas pu le faire. Donc aujourd'hui, l'accès est en 2029. Donc il reste ce gap de 35% là à aller chercher en termes d'électrification en zone rurale, parce que quand on termine la zone rurale, vraiment, on a couvert le Sénégal. Dakar, on est à presque 100%. Ouais, c'est ça. Et Donc Dakar, globalement, c'est c'est quand même ça. presque couvert à 100%. Ouais, C'est plus, ouais. en fait, l'enjeu, c'est vraiment c'est les régions rurales, quoi. Effectivement, c'est ça, c'est ça. C'est pour cela, donc Mais tu as mentionné des agences comme Laser, l'ANER, ils sont en train de travailler vraiment. Il faut saluer le travail qu'ils font. C'est pas facile. L'électrification, c'est un métier pour les gens, en tout cas, qui travaillent dedans. C'est pas facile. Donc quand la personne va chercher les fonds, va chercher la technicité pour pouvoir faire les montages, mais même pour pouvoir l'installer, je pense que ça mérite d'être salué, ça mérite d'être suivi et compris. Mais vraiment, des agences comme ça et même la Sénélec, ils font un gros travail. Donc il faut juste qu'on les aide, qu'on les comprenne et qu'on sache que c'est un process qui prend un tout petit peu de temps. Mais quand même, on a jusqu'à 2029 pour le faire. Ok. Et l'autre sujet qui revient souvent aussi dans ces sujets d'énergie et d'électrification rurale, c'est que dans les régions rurales, les gens ont un pouvoir d'achat assez faible. Ils gagnent, comparé en tout cas à ceux qui sont dans les villes citadines, ils gagnent leur vie moins. Et du coup, l'État devrait faire tout pour que les prix Effectivement. d'électricité soient aussi bas que possible. Sauf que, bon, la production a un coût, quoi. Que ça soit à Dakar ou dans les zones rurales, l'énergie, ça coûte. Mais de subventionner ces tarifs-là de telle sorte que la personne lambda qui vit, par exemple, à Tamba, qui gagne peut-être 50 000, 60 000 francs par mois, puisse être en mesure de payer ces coûts-là. Donc, est-ce que tu peux parler de ça? Oui, Parce que oui, très je me rappelle rapidement. bien, il y a quelques années, il y avait pas mal de débats sur le coût de Oui, l'électricité et que oui. les gens disaient que parfois même les zones rurales sont plus taxées que les personnes qui vivent dans les grandes villes parce que tout simplement, il fallait déployer, il fallait mettre des câbles, il fallait en fait mettre des astreintes. C'est pas les mêmes réalités, quoi. Ouais. C'est-à-dire comment l'électrification rurale même en soi est organisée. C'est organisé en concessions. C'est-à-dire on a divisé le Sénégal en plusieurs parties pour rendre ça beaucoup plus facile. Et les agences et l'opérateur national s'arrangent tout le temps ils se sont divisés. Donc par exemple, Laser en a 6, la Sénélec en a 4 et chacun de son côté fait le travail pour pouvoir mailler tout le réseau, donner de l'électricité à tout le monde. Mais en fait, ce problème de coût là, moi je pense que
il est très sensible. Parce que avant, on sait que l'État avait subventionné jusqu'à un certain niveau le coût de l'électricité. Mais des études de grandes, tu connais les grandes entités là, quand ils viennent et qu'ils remarquent, voilà. Donc ils ont un peu conseillé qu'on enlève ce type de subvention. Ça a été fait et au même moment, on a découvert les ressources pétro-gazières et les stratégies gas to power. Donc, en termes de stratégie politique, je peux comprendre. Mais dans le terme opérationnel, en termes de calcul de coûts, il y a ce qu'on appelle la péréquation tarifaire. C'est bien calculé. On s'arrange tout le temps de façon à l'équité de calculer les coûts pour quelqu'un qui est à Dakar, ce qu'il paye. Et il y a différents types de tensions. Il y a la basse tension, moyenne tension et la plus grande tension. Aussi, on s'arrange que en fonction de chacun ce qu'il consomme, parce qu'une industrie ne consomme pas la même chose qu'un ménage. Donc, on s'arrange pour que les coûts s'alignent. C'est un calcul mathématique. Je ne sais pas si on peut en parler ici, si on a le temps, mais c'est ce calcul-là un peu. Ça se fait dans le secteur de l'électricité, ça se fait aussi avec les hydrocarbures. Par exemple, on s'arrange pour que la station d'essence qui est ici à Dakar, en termes de prix, et un peu soit alignée avec la station qui est à Ziguinchor ou à Tamba. Certes, l'essence va quitter un port pour aller de l'autre côté, donc il y a les coûts du transport, mais la péréquation tarifaire te permet de taxer la personne qui est un peu plus proche quelque chose, une redevance ou quelque chose, comme ça l'autre aussi pourra être aidé. Donc c'est des calculs comme ça, bon, c'est assez scientifique, c'est un peu dans les détails, mais il faut pas qu'on s'inquiète. Moi je pense que du moment où l'État ne peut plus subventionner, si cette équation-là est bien calculée et qu'on prend en compte que la population, comme tu l'as dit, tu l'as très bien dit, quelqu'un qui est en milieu rural n'a pas les mêmes revenus et même les mêmes besoins énergétiques que quelqu'un qu'une industrie ou que quelqu'un qui vit à Dakar. Moi, je pense que on doit beaucoup plus y penser. On n'a plus les subventions, on y pense, on calcule bien. De l'autre côté, on fait aussi des systèmes comme on a dit, les concessions. Certaines concessions peuvent être très autonomes, avoir des systèmes solaires. Donc la personne, tu vas faire du pay as you go. C'est un peu le waterfall, mais un peu repensé pour eux. Comme ça, tu les aides à vraiment s'aligner. Et l'essentiel, c'est que tout le monde doit avoir accès à l'énergie. Tout le monde doit avoir accès à l'électricité. C'est un droit selon moi. Ouais. Non, mais je suis parfaitement d'accord. Moi, en tout cas, je prône entièrement que les populations du milieu rural puissent payer le moins cher que possible et avoir un accès à une électricité fiable et de bonne qualité. En tout cas, je pense que ça y va de leur survie. Oui. Et du coup, d'où commence le périmètre de Senelec et d'où s'arrête le périmètre de Laser? Parce que j'ai du mal à comprendre comment, en fait, les deux sont répartis sur le territoire. Je sais que le Senelec, la Senelec, c'est l'entreprise ou c'est l'organisme qui a le monopole de la production et de la commercialisation de l'électricité au Sénégal, mais Azer, c'est uniquement rural, mais j'ai du mal à comprendre en fait, les différents paramètres, d'où ça commence, d'où ça s'arrête. Ouais, je vais essayer d'y aller vraiment très, très, très soft. En fait, la Sénélec, tu l'as très bien dit, c'est l'utilité nationale en termes d'énergie. En fait, depuis qu'on l'a nationalisé, lorsque on terminait la période coloniale, c'est là où vraiment le secteur énergétique ou le secteur électrique sénégalais est vraiment né, quoi. Maintenant, la Sénélec, aujourd'hui, a le monopole, certes, de tout ce qui est transport, distribution. En termes de production, maintenant, si on regarde que ce volet-là, le Sénégal, comme je t'ai dit un peu plus avant, est divisé en concessions. Donc, la Sénélec a ses concessions, Laser a ses concessions, mais Laser n'électrifie pas directement. C'est-à-dire, Laser n'est pas comme la Sénélec avec ses machines et part dans un village, non. C'est central. Voilà. Mais dans l'organisation de Laser même, ils vont avoir recours à des concessionnaires, comme on dit. C'est des entreprises privées, ça a été des associations locales, en tout cas, qui soumissionnent avec Laser et qui disent que oui, on peut donner de l'électricité à tel nombre de villages. On va avoir une électricité avec un groupe électrogène. On va avoir ça peut-être avec du solaire. Ça peut être, je sais pas, de l'éolien peut-être un jour ou de l'électricité. Juste pour dire, tu dis ta typologie.
Azer va regarder, bien étudier et va toujours choisir le meilleur concessionnaire. Donc, il va dire, OK, le concessionnaire là peut alimenter le village de Mahoudje, de Kébémer, de whatever, you know. Mais l'Azer n'électrifie pas en soi. L'Azer ne va pas électrifier. Donc, un peu pour parler très brièvement en termes de périmètre, je pense que c'est ça. L'Azer va aider un peu le monde rural, au-delà même de l'électricité, à avoir des meilleures conditions de vie. Donc, ils vont beaucoup s'intéresser à tout ce qui est lié à la population là. Et la Sénélec, elle, en dehors d'électrifier, doit se charger du transport, de la distribution et aussi de la commercialisation. Et même, je sens qu'il y a beaucoup de nouveautés qui sont en train d'être faites par la Sénélec qui même dépassent maintenant le Sénégal, qui a maintenant des contrats un peu en dehors du Sénégal, qui permet à d'autres pays de pouvoir mieux organiser leur secteur, mieux vendre. Moi, je pense que en termes de périmètre, c'est très clair et le cadre réglementaire sénégalais énergétique, moi, je le trouve bien. Ça, on va en parler, le cadre réglementaire. Mais oui, mais en tout cas, moi personnellement, bon, je pense que ça, c'est le ressenti de tous les Sénégalais, c'est qu'il y a eu une nette amélioration en matière d'électricité quand on compare le début des années 2010 et l'état actuel du pays, quoi. On a de moins en moins de délestage et de coupure d'électricité. Mais que penses-tu du mix énergétique? Je sais qu'à l'époque, dans les genre 2018-2019, quand j'étais à Sénélec, il y avait pas mal de projets de mix énergétique où les gens cherchaient à développer d'autres sources d'énergie, que ce soit l'énergie solaire, des centrales solaires, des centrales éoliennes, des barrages hydrauliques et autres. Est-ce que ça continue avec la découverte du pétrole et du gaz? Quel est le lien qu'on va faire avec les centrales qu'on a? Est-ce qu'on va passer de centrales à charbon pour aller vers des centrales à cycle combiné ou à gaz? Et comment cet aspect du développement durable et dans l'environnement est pris en compte dans ce mix énergétique-là? Alors, de mon point de vue, le mix énergétique, il est bon d'emblée parce que bon, on avait un objectif en 2000. Je pense qu'on a un objectif d'atteindre une part d'énergie renouvelable de 40% d'ici 2030, alors que là, on est à 30%, donc en termes de capacité installée. Ça, c'est bien. Donc, il nous reste 10% à aller chercher. Et bon, en termes de mix, on a beaucoup. On a le solaire, comme tu l'as dit. On a beaucoup de centrales solaires. Aujourd'hui, je pense que tout Sénégalais, je l'avais même recherché dans mon mémoire. Je demandais aux gens, est-ce que vous avez déjà vu des centrales solaires, tout ça. Je pense que les gens en voient un peu plus. On a un grand parc éolien, le parc de Taïba-Ndiaye, qui donne vraiment cette carrure-là, ce leadership énergétique. On a en termes d'hydroélectricité aussi, tu le sais bien, il y a l'OMVS, l'OMVG, qui font beaucoup de travail. Voilà, il y a même un barrage qui est en cours de construction. Moi, je dis que le Sénégal est un bon élève en termes d'énergie. Ça, j'en suis sûr. Et le fait que je travaille de plus en plus dans le secteur, dans le conseil, et que j'apprends et que je me rends compte, je me dis waouh, on peut faire vraiment beaucoup de choses. Et aujourd'hui, avec des initiatives comme bon, il y a des initiatives qui sont en train de naître et qui vont permettre vraiment l'augmentation de la part des énergies renouvelables, donc dans le cadre même des COP, des Conference of Parties. Donc on a le JETP aussi qui va amener beaucoup d'argent et qui va juste investir dans des énergies renouvelables. On parle tantôt de crédit carbone, de finance carbone. Donc tous ces types d'initiatives là, je suis sûr vont nous permettre d'avoir un meilleur mix énergétique. Et tu parlais tantôt de gas to power. Le gaz est moins polluant comme tu l'as dit et les types de centrales à cycle combiné comme tu dis sont 2 fois plus efficientes que le type de centrale qu'on avait avant. Donc moi je pense que c'est très important de fonctionner au gaz, d'utiliser encore la vapeur là pour donner plus d'électricité. Il y a des projets que j'avais entendus, je pense à Sendou, il y a la centrale là-bas au charbon qu'on doit changer à centrale à gaz. Il y a aussi le West African le West African Energy, je pense qui est en train de faire une centrale à gaz. Je suis moins renseigné dessus, mais je sais qu'il y a une centrale à gaz avec
peut-être ça doit être dans les centaines de mégawatts, quoi. C'est-à-dire c'est une très grande capacité qui va rentrer et qui va permettre de un peu diluer ce qu'on a comme énergie. On fonctionnait beaucoup avec le fuel, les combustibles lourds. Donc je pense que c'est une bonne question et je pense que l'idée c'est juste de sensibiliser. Il faut que les gens comprennent le bénéfice d'avoir un bon mix énergétique et comme je disais un peu plus haut, le bénéfice des énergies renouvelables. On doit le connaître, on doit beaucoup plus en parler. Et c'est bien que tu en parles. Toi, je vois que tu as beaucoup de notions. Hein. Franchement, tu as beaucoup de notions dans le secteur. Hein. Et c'est très, très, très intéressant. Non, on essaie. Mais pour le pétrole, pour la découverte du pétrole et du gaz, est-ce que tu maîtrises un petit peu les tenants et les aboutissants? Disons, le pétrole, c'est vrai qu'on va l'extraire du gisement et après, on l'envoie à une raffinerie qui va faire la transformation et la valorisation et à la sortie, on a plusieurs dérivés. On a le gaz, on a l'essence, le diesel, le bitume et d'autres dérivés pétroliers, quoi, les naphtanes et autres, quoi. Mais comment c'est organisé en ce moment? Est-ce que le pétrole qu'on extrait, est-ce qu'on le vend directement à d'autres pays ou est-ce qu'on le valorise et le transforme et après il y a une partie qui est envoyée par exemple à OK. Senelec, le fuel pour alimenter leur centrale, il y a OK. une partie qui est alimentée, qui est envoyée directement aux entreprises de commercialisation de pétrole et il y a une partie qui est envoyée aux autres, quoi. Comment ça s'organise en ce Bon. moment? Bon. Dans ce domaine, de façon très humble, je suis pas encore très très renseigné. Comme je dis, c'est un peu Ok, l'amont. ok. Ouais, je suis pas très très Hmm. renseigné. Ouais. Mais Hmm. comme tu dis, hein, le Ok. pétrole, on sait bien, on le traite et tout, mais j'ai pas vraiment beaucoup d'input par rapport à ça à l'heure actuelle. Peut-être Ok, je pourrais ok, faire ça marche. plus de recherches par rapport à ça, mais à l'heure actuelle, Super, super, super. yes, Non, non, ça, sans souci, sans yes. souci. Tu parlais un peu du cadre réglementaire. Tu me disais que tu penses qu'on a un bon cadre réglementaire en termes Oui. d'électrification et d'électricité au Sénégal. Hum, hum, hum. Pourquoi tu penses ça? Bon, parce que je pense que certains acteurs politiques ont bien travaillé. C'est-à-dire, si on regarde depuis la création de la Sénélec, après la création de l'Azer, aujourd'hui, tout ce qui est fait, moi, je pense que il y a une bonne vision dans le secteur énergétique. Et en termes de cadre réglementaire, quand moi, je parcours tous les décrets qu'il y a, les décrets en cours, là, je pense que ils savent ce qu'ils veulent. Je pense que les objectifs, c'est vraiment d'aider la population, d'atteindre l'accès universel, en tout cas pour tout ce qui concerne le secteur de l'électricité. Le cadre réglementaire est favorable c'est vraiment, à travers l'intégration qu'on a, on va beaucoup plus aller vers une libéralisation de certaines parties. Hmm. Donc, permettre à beaucoup de gens tu vois, de travailler. Il y aura des entreprises. Je pense qu'il y aura plus d'entreprises qui vont venir dans le secteur, qui vont être peut-être des producteurs, des gars qui vont faire de la maintenance, des gens qui vont être des fournisseurs de panneaux solaires. Bon, tout ça, le cadre l'a déjà prévu, je pense. Et c'est pour cela, dans nos discussions, je te disais que en termes de cadre réglementaire, et même pour le peu que je sais en termes de l'amont, donc tout ce qui est contrat de service, contrat de partage de production avec le secteur pétrolier en même, je sais qu'il y a des efforts qui ont été faits. Donc aujourd'hui, le Sénégalais lambda va gagner. Forcément, on peut mieux négocier, certes, hein, si on le dit, mais je suis sûr qu'avec le cadre actuel, les choses sont bien parties. C'est comme ça, je peux le dire. Les choses sont bien parties. Et voilà, quoi. Bon, ça, c'est mon point de vue. Non, mais je comprends. En tout cas, c'est ce que je souhaite à notre cher pays, hein. Franchement, j'espère que tout ce cadre. Hmm, hmm. J'espère que les négociations des contrats, l'amélioration, les nouveaux décrets signés, ça va permettre de vraiment de booster le secteur. Après, bon, je ne sais pas si il y a des nouveaux projets ou des nouveaux partenariats qui sont en cours et qui pourront potentiellement changer la donne en termes d'autonomie et d'efficacité. Et bon, je ne sais pas si tu as des choses à partager sur ce point-là. Mais en tout cas, je sais qu'il y a un débat parfois entre le développement que les Européens ou les Occidentaux veulent nous imposer en termes de dire que, OK, nous, on s'est développé grâce au pétrole.
on a pollué grâce à l'industrialisation de notre planète. Et là, on est en train de rétro-pédaler pour essayer de développer une forme de développement qui est beaucoup plus propre, de l'énergie verte, bas carbone, des véhicules électriques, ainsi de suite. Mais alors que nous, je pense qu'on est un peu en retard dans cette course d'industrialisation et qu'on a beaucoup de choses à se rattraper. Et du coup, parfois, je pense qu'il faut trouver le juste équilibre entre ce que les Occidentaux nous veulent imposer et qu'est-ce qui est notre propre intérêt à nous qui va nous permettre de développer, d'améliorer les infrastructures dans nos pays et d'aller à un niveau où on sera à l'aise pour dire que là, on peut commencer à réfléchir sur la partie propreté, sur la partie sustainability et autres, quoi. Je sais pas, qu'est-ce que tu penses de ça? Ouais. Je pense que c'est une belle réflexion que tu fais. Et euh, pour moi, la question, ce n'est pas peut-être de choisir entre le développement économique que l'on veut et les questions de transition bas carbone, des transitions énergétiques qu'il y a aujourd'hui. Pour moi, l'impératif, c'est de trouver le juste milieu, comme tu as dit, d'intégrer ces deux, parce que chacun, en fait, ils sont intercorrélés, et d'aller vers ce qu'il y a devant nous, parce que comme on sait bien, on est en retard, beaucoup de choses, il y a beaucoup de pays même qui sont toujours des pays du Sud, donc je pense que, comme tu l'as dit, la situation idéale pour nous, c'est de trouver le juste milieu. Pourquoi? On a le pétrole et le gaz. Si jamais nous, on veut dire, OK, on peut pas développer tout ça, même les négociants, même, je pense, les puissances occidentales vont nous dire, mais est-ce que ça va? Parce que toujours, il y a ce commerce-là de pétrole et de gaz. Les gens en ont besoin, ils achètent. Donc, même si c'est pas pour produire ou pour son développement économique, ça sera pour le développement économique d'une autre nation. Donc, autant aussi voir le juste milieu et tout faire pour que les gens qui travaillent dans le secteur puissent avoir accès à la ressource. Par contre, la transition écologique, c'est une réalité. Aujourd'hui, on sait que le changement climatique existe. Il y a eu des crues pas longtemps à Bakel. Il y a eu beaucoup de pluie. Donc, si quelqu'un au Sénégal dit non, je suis pas concerné par le changement climatique, je pense pas que ce soit très vrai. Et même avec l'avancée des mers, tout ça, c'est un rapport de conséquences. Et tout ce qui se passe dans le monde en termes de séisme, forcément, à un moment, on sera concerné ou un membre de sa famille sera concerné. Donc, Mais je suis d'accord sur le point. Mais le problème, c'est que si tu regardes, en fait, le taux d'émission de gaz à effet de serre, qui est l'élément déclencheur de la transformation et du changement climatique, c'est que l'Afrique, en fait, constitue uniquement 4% des émissions de gaz à effet de serre sur le plan mondial. Ça veut dire qu'on est en train de payer les pots cassés de ce que les autres ont fait, en fait. C'est ça, ce qui est ouais, dommage, c'est que je nous, comprends. on est... C'est-à-dire, oui, je comprends parfaitement. On peut le voir ainsi, mais moi, comment je le vois, c'est que ces taux d'émission-là sont venus avec des mesures de mitigation. Aujourd'hui, il y a, tu vois, le cadre là, la conférence des Nations Unies là pour le changement climatique. Oui, les COP. L'Afrique ne participe pas comme les États-Unis ou la Chine, c'est-à-dire en termes d'apport. Eux, ils vont apporter. Il y a d'autres initiatives, comme tu me demandais dans ta question. Il y a le Just Energy Transition Partnership qui apporte presque, je pense, par ordre de grandeur, mais peut-être 400 millions de dollars, quelque chose comme ça, à des États comme nous pour pouvoir permettre de financer notre transition écologique. Et moi, je ne le vois pas dans une perspective qu'on va tout subir. Non, on va avoir aussi des mécanismes qu'on va négocier. On négocie bien pour pouvoir gagner et pouvoir avoir des infrastructures de développement et aussi soulever notre niveau, quoi. C'est-à-dire, moi, franchement, Habib, c'est comme ça, je le vois. Mais on a certes beaucoup subi en Afrique, mais je suis toujours, regarde, moi, dans ma vision, je suis dans une vision super optimiste. C'est-à-dire, dans mon tournant même en Asie, quand je suis allé en Asie, j'ai vu que, en fait, si on croit en nous-mêmes, en fait, on peut aller très vite. Mais tant qu'on est toujours dans l'ancienne négociation, tout ça, ok. Bon, en tout cas, moi, c'est ma conviction, quoi. Il y a toujours les mécanismes aujourd'hui qui sont là. En fait, je comprends. Franchement, je comprends. Ouais.
La meilleure analogie que je peux donner, c'est comme, imagine une personne qui construit son immeuble, un R+4 bien fait et tout, et qu'il y a un passant qui passe à côté, et avant qu'il ne comprenne ce qui se passe, on lui jette des ordures dessus, quoi. Mais il se dit, attends, qu'est-ce que je fais? Moi, je viens juste de passer, Non, toi, je t'as construit comprends, je ton comprends, je immeuble, t'es comprends, à je l'aise, comprends. et là, tu me jettes des ordures dessus. Non, je Tu vois un comprends. peu, Je c'est ça, comprends, je quoi. Moi, comprends. tout ce que je dis, Mais c'est il que, faut OK, bien qu'on négocie. t'as Moi, pour construit ton ça, je suis immeuble, je suis d'accord. content pour toi. Mais Moi, donne-moi je suis aussi l'occasion, d'accord. moi, d'avancer, tu vois? Ouais, mais il faut qu'on négocie. Moi, je suis d'accord. C'est-à-dire, comme tu dis, la personne en bas doit remonter tout l'immeuble, va dire c'est qui le gérant de l'immeuble là. On se pose, tu vas jeter des ordures, genre, tu vas bien négocier, tu vas appeler toute la planète pour En même temps, négocier. la vraie question, c'est est-ce que le propriétaire de l'immeuble devrait donner des recommandations et des instructions, et parfois même des ordres, sur comment le passant devrait vivre sa vie pour aller, pour arriver au même niveau que lui, quoi. Tu vois, un Ouais, peu, ouais, ouais. Non, déjà, toi, ça, t'es déjà, hein? je suis pas, je suis d'accord. C'est-à-dire, ils doivent pas le faire. Et c'est pour cela, Habib, on a besoin de leaders, on a besoin d'un leadership. C'est ça, c'est-à-dire nos acteurs aujourd'hui, tous nos dirigeants doivent être au courant que ces personnes-là ne doivent rien nous imposer. C'est nous, on a les forêts, c'est nous, on a la jeunesse, c'est nous, on a certaines ressources très très rares. Quand on va là-bas, on impose, limite, on négocie. Voilà. C'est ça ma conviction. Non, non, mais je comprends. En tout cas, j'espère que ça va. Moi, après, moi, je parle en tant que quelqu'un qui est externe de tout ce qui se passe. Je ne sais pas qu'est-ce qui se négocie dans le gouvernement, ce qui se passe en ce moment. Donc, j'ai une vision un peu distante et macroscopique. Je suis sûr que ceux qui dirigent et ceux qui font avancer les choses sur le terrain ont certainement des notions et des compréhensions Hmm. beaucoup plus développées comparé à moi. Yes. Mais quand même, dans toute chose, dans chaque échelle hiérarchique, il y a forcément un dominant et il y a forcément quelqu'un Dominé. qui est Ouais, au bas de ouais, l'échelle. ouais, ouais, ouais. Ainsi Ça est c'est faite vrai. la vie, quoi. On n'y peut rien. Yeah. Mais tout ce que j'essaie de dire, c'est que c'est pas parce que t'es Tout à au-dessus fait. de l'échelle que tu dois forcément, en fait, Tout à fait. contrôler ce que ceux qui sont au Tout à bas de fait. l'échelle doivent faire ou ne doivent pas faire ou Tout à fait. leur donner des orientations, quoi. Tout à Disons, fait. dans un marché libre, équitable, laisse les autres se développer et le meilleur va se retrouver au sommet, quoi. Tu vois un peu? C'est un peu ça. En fait même, oui, genre, je vais en profiter pour parler d'un livre qui m'a permis de beaucoup apprendre, parce que l'énergie a toujours été, entre guillemets, on est entre nous, mais un secteur un peu mafieux. Donc, il y a le livre Les grandes batailles de l'énergie de Jean-Marie Chevalier. C'est un livre excellent. C'est-à-dire, c'est un petit roman énergétique. Mais en le lisant, tu vas comprendre que c'est un secteur qui, depuis qu'on a commencé à voir c'est quoi le pétrole aux États-Unis là, ça se passe pas très bien. Mais je suis d'accord. C'est-à-dire, je suis d'accord pleinement avec toi. Et ce livre-là va t'aider à beaucoup plus savoir tous les coups bas qu'il y a eu dans le secteur de l'énergie avec les majors là. Souvent, t'entends parler des majors. Donc eux là, franchement, aujourd'hui, s'ils veulent venir nous parler de transition énergétique et ne pas nous donner un bon chèque là, je pense qu'il y a toujours moyen de négocier. Ouais. Non, mais je suis d'accord. Et je mettrai le livre dont tu parles dans les show notes pour les gens qui seront potentiellement intéressés. Avant qu'on passe dans la partie suivante, avant qu'on passe à la deuxième partie du podcast, Yes. est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai oublié d'aborder dans le domaine de l'électricité et de l'énergie? Bon, moi, je pense que tu as tout couvert et que tu as une grande maîtrise du secteur. Mais je pense, comme je disais, moi, j'insiste sur deux choses. C'est-à-dire, sur le fait que la transition énergétique, elle est nécessaire. On a certes le pétrole et le gaz, mais il faut qu'on puisse utiliser tout ce qui est énergie renouvelable pour nous aider, même à petite échelle. Pour les activités même génératrices de revenus, on a parlé de milieu rural. Donc, créer de petits systèmes, des entrepreneurs, des gens qui vont pouvoir aider ce type de population-là, mais en même temps restant dans le clean energy, comme on dit. Là, ça passe par une sensibilisation. On doit beaucoup sensibiliser les Sénégalais. On doit beaucoup les sensibiliser.
aujourd'hui, dans beaucoup de pays, ils utilisent les énergies vertes pour se déplacer. On a les voitures électriques, tout ça. Je commence à en avoir à Dakar. C'est bien cool, mais je pense que on doit beaucoup plus en parler dans des podcasts comme ça, que les gens puissent comprendre c'est quoi, pourquoi c'est cool, pourquoi c'est pas cool. Le dernier point, c'est le contenu local. Il faut que les entreprises, et le fait de bien négocier, les entreprises qui viennent ici doivent améliorer le taux d'employabilité des Sénégalais. Notre pays, là, vraiment, en termes d'emploi, c'est pas trop ça. On le sait bien. Tu es jeune, je suis jeune. On sait qu'avoir un emploi, c'est pas facile. Donc, aujourd'hui, quand on a un secteur énergétique qui est attractif, dans tout type de négociation qu'on a, on doit vraiment aider les jeunes à avoir de l'emploi, à se former et à développer notre local content. Moi, c'est vraiment les deux points que je vais dire. Le troisième, peut-être, c'est de penser aux dimensions de genre et de l'inclusion. Parce que souvent les gens ne prennent pas en compte ça, ne prennent pas en compte cela. Donc, c'est ce que je veux dire. Super, super. Je suis parfaitement d'accord sur tous ces points-là. La deuxième partie du podcast, c'est ce qu'on appelle la partie introspection, rétrospection. C'est vraiment personnel. Ok. La première partie, on essaye de démontrer en fait la valeur de notre invité, son expertise, son expérience. C'est vraiment un partage d'expérience. Et la deuxième partie, c'est la partie où on Ok. essaye d'humaniser la personne pour montrer à tout le monde, surtout à nos auditeurs et à nos spectateurs, que personne n'est parfaite. On a tous connu des échecs, des hauts et des bas, et que le chemin de la réussite n'est pas linéaire, il est zigzagué souvent, et que l'effort se trouve, la victoire se trouve au bout de l'effort. Donc, cette part, c'est des questions personnelles et pour montrer aux gens que vous n'êtes pas seul. On a tous nos Yeah. limites, on a tous nos Yeah. batailles et que il faut pas renoncer et que à la fin, tout va bien se passer. Sinon, c'est pas encore la fin. Ouais. Donc, la première question que j'ai, c'est est-ce que tu as connu un échec qui t'a marqué, un échec particulier, et qu'est-ce que tu as appris de cet échec? Waouh, 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 waouh. Bon, Habib, moi je pense que j'ai connu beaucoup d'échecs. Si c'est la vérité, si c'est pour le mot, comment on le comprend, moi je pense que j'en ai connu beaucoup, personnel, professionnel, beaucoup. Mais en fait, dans ma personnalité, Habib, je te le dis aussi, maintenant on discute un peu, j'ai pas cette notion-là d'échec long terme, donc c'est grave. Moi, j'ai plus cette dimension leçon. Qu'est-ce que j'ai appris? Quand je me casse bien la tête, c'est-à-dire, il y a des moments, tout le monde se casse la tête. C'est comme, par exemple, au moment du Covid. Moi, je me rappelle, pendant le Covid, c'était une période un peu difficile où peut-être j'étais pas encore dans le domaine de l'énergie. J'avais beaucoup de mal à être entrepreneur. Je me rappelle, c'était juste la période avant laquelle je vendais des poulets carrément. J'avais un poulailler. Je vendais quelques poulets à la famille, tout ça. Et j'étais pas à l'école parce qu'il y avait mon projet aussi à l'ancienne Hinton Way, mon projet là dont je parlais qui était en train de couler. Bon, je dis couler, mais j'apprenais des leçons parce qu'à l'époque, j'étais jeune, tout ça. Le projet s'est pas bien passé. Donc, je pense qu'on a tous ces périodes-là. Mais aujourd'hui, et même de comment je me relève, je sens que j'ai pas cette dimension d'échec. Parce que je vais en reparler. Je vais pas baisser les bras comme ça. Mais il y en a beaucoup, en fait. J'en ai beaucoup. Donc, aujourd'hui, j'en ai tellement que je pense que c'est ça qui fait un peu le parcours que j'ai. Donc, voilà, c'est-à-dire commencer en étant BBA. Aujourd'hui, tu parles des choses énergétiques. Moi, je pense que c'est un long parcours. J'ai beaucoup appris des échecs, de tous les conseils qu'on m'a donnés, quoi. Donc, si ça te parle un peu, moi, je dis ça. Je Ouais, dis que ouais, j'ai je suis beaucoup d'accord, d'échecs, je suis mais d'accord. j'apprends beaucoup et Non, je suis optimiste. tu l'as bien répondu. Yeah, je suis optimiste par rapport à la suite. Yeah. Ouais. Deuxième question, c'est si tu pouvais remonter le temps, quel conseil donnerais-tu à toi-même il y a 10 ans peut-être? Il y a 10 ans, j'avais la vingtaine. Ok. Donc, Ça passe vite, hein. la vingtaine, j'aurais dit peut-être de faire de la méditation un peu plus. Étant jeune, tu vois, tu vas un peu vite dans tous les sens. Moi, je pense que je me serais donné le conseil d'être un peu plus calme dans la méditation,
Oui, hein, c'est-à-dire aujourd'hui parce que la méditation m'aide beaucoup, donc je me dis que si je pouvais me conseiller ça à l'ancienne, des moments où tu es calme tout seul dans ton environnement, que tu réfléchis, que tu pries, que tu es moins entouré, franchement c'est un conseil que j'aurais pu me donner et ne pas donner la confiance par-ci par-là quoi. C'est-à-dire ça aussi c'est un conseil qui découle de ça, essayer tu vois, de suivre son intuition. Quand on te dit ne fais pas ça, ou bien toi-même, ton intuition, ce que ça te donne, je pense que ça pourrait être un des conseils que je me serais donné. Mais en premier lieu, être calme et méditer. Je pense que ça, c'est quelque chose Ouais. que j'avais besoin. Je sais pas, genre, à la vingtaine, si j'avais ça, ce serait très bien. Ouais, ouais, C'est vrai que la méditation, ça fait partie d'un des sujets qui revient souvent. Par exemple, c'est comme, il y a des sujets, par exemple, tu l'entends souvent, par exemple, l'argent ne fait pas le bonheur, ou bien faut méditer, faut faire yeah, des exercices de reconnaissance. yeah, On l'entend souvent, mais parfois on ne le prend pas au sérieux. Bon, mais ouais, à un moment dans notre vie, on va tous arriver à cette conclusion et on le prend, on la prend comme une révélation spirituelle et religieuse, alors que c'est des vérités qui ont ouais, ouais, transcendé ouais, toutes les ouais, générations, ouais, quoi. Mais ouais, c'est fou ouais. que à un moment, on va tous arriver à ces conclusions-là pour dire que il y a des choses qui existent, il y a des choses que nos grands-parents, nos parents ont vécu et que si ces sujets-là reviennent souvent, quelque part, il y a une part de vérité dedans, quoi. Ouais, Mais c'est fou, effectivement. on les prend pas en compte. Parfois, genre, tu dis On que est quelqu'un, jeune. l'argent ne fait pas le On bonheur, est mais trop il te dit, jeune. moi, On j'ai est rien à trop foutre, jeune, moi, ouais. donne-moi l'argent et garde ton bonheur, tu vois, un Ouais, peu. ouais, ouais. Non, c'est Mais alors ça, que, c'est ça. tôt ou tard, on va finir par comprendre, tu vois. Ouais, ouais. En tout cas, je pense que la méditation, même, ça t'aide à avoir cette écoute-là. Donc, quand tu es jeune, je pense que c'est bien de slow down sometimes. Tu vois, Mm, ton grand frère va te dire quelque chose, ton grand-parent, ta maman. Donc, c'est mm. effectivement ce que tu dis, quoi. Si j'avais ça, Ouais, moi, je serais peut-être un meilleur Abdoufal, hein. Lol. ouais. Et troisième question, est-ce que tu as un mentor ou une personne, un livre qui t'a inspiré, ou qui t'a motivé, qui t'a impacté dans ta vie? Oui, oui, effectivement. Moi, je pense que en termes de mentor, le plus influent que j'ai eu, c'est mon père. Donc, il m'a inculqué une rigueur spirituelle et une approche humaniste. Et jusque-là, à l'heure actuelle, alhamdulillah, que je le vois toujours, il reste un de mes meilleurs modèles. Donc, j'en ai d'autres, c'est-à-dire, par secteur, tu peux avoir de petits modèles, mais le modèle ultime, c'est lui, c'est mon père. Il a le sens de l'entrepreneuriat parce qu'il faut savoir que de lui, il n'est pas allé à l'école comme moi, mais il s'est fait. Donc, c'est un modèle d'entrepreneuriat qui m'a inspiré, que j'ai vu, et à travers aussi le modèle Mouride, donc le modèle talibé. Donc, c'est un modèle aujourd'hui que j'essaye de m'approprier de plus en plus, avoir cette vision de l'humanité comme ça, de la culture, du sens du travail. Donc, voilà quoi. Et ce que ce mentor-là m'a appris, en tout cas mon père, c'est d'être en phase avec soi-même. C'est être en phase avec soi-même, que ce soit dans l'aspect business, que ce soit dans l'aspect religieux, que ce soit dans l'aspect social. Donc aujourd'hui, c'est ça. Mais je fais partie d'un vaste réseau de mentors, hein, c'est-à-dire mon Hmm. père, c'est celui-là en fait qui a la conclusion de Ouais, tout ce c'est le que je summum du prends. summum, quoi. Voilà, c'est le summum. Mais j'en ai vraiment eu, même grâce au Mandela Washington là, tu as un réseau de mentors. Aujourd'hui, dans les types d'organisations où on évolue aussi, tu en as. Tu copies un peu les gens que tu vois là-bas qui t'inspirent. Donc j'en ai beaucoup, mais l'ultime c'est vraiment mon père et c'est mon guide. Ah, super. Et est-ce qu'il y a une peur ou une insécurité que tu essayes actuellement de conquérir? Oui, oui, je pense qu'on a tous ça, c'est-à-dire on a tous ça, on a cette peur-là de manquer des opportunités. J'ai cette peur des fois, c'est-à-dire, comme je dis, je suis certes consultant, mais j'ai une casquette entrepreneuriale. Donc des fois, tu as cette peur-là
Tu vois, est-ce que je ne manque pas quelque chose? Est-ce que j'apprends assez? Est-ce que je suis dans le bon réseau? Parce que tu vois, l'entrepreneuriat aussi, c'est une question d'être au bon endroit, au bon moment, avec la bonne idée qui va être après le projet. Donc, j'ai un peu ces peurs-là, des fois, et voilà, quoi, de construire vraiment le bon réseau, d'être dans le bon endroit. Donc, ça, je peux dire oui, de façon très, très open. C'est des choses comme ça et franchement, je pense que des exercices comme ça, comme ce que l'on fait là, ça te permet de gagner Habib en plus. Ouais, ça Au aide. bureau, ouais, c'est Mm. ça, c'est très important, quoi. Donc, Ouais, je c'est suis un peu d'accord. ça. C'est un peu ça et ça me permet Ouais. de rester un peu, je pense que ces insécurités te permettent de rester un peu déjà sur terre, d'être humble et de savoir qu'il y a des choses à apprendre, quoi. Ouais. Et la dernière question, c'est quelle influence aimerais-tu laisser dans ce monde? Waouh, ça, je pense que, ok, moi, je veux dire, peut-être aider. C'est-à-dire, oui, c'est ce que je veux dire, l'influence que je veux. C'est-à-dire, ta question, elle est vraiment impactante, quoi. Bon, moi, en tout cas, je veux être un bon allié de ma société, quelqu'un qui va être là pour aider certaines personnes, aider mon peuple, aider ma communauté, aider le continent même, et voilà, être un facilitateur de beaucoup de choses et à travers mes aptitudes de business developer, tout ce que je veux faire là, mes aspects associatifs, vraiment give back, tout ce que j'ai, que ça puisse être réinvesti dans la société. Donc franchement, Habib, c'est ce que je dirais. Hein. Ouais, Non, mais franchement, c'est une mission noble, hein, c'est une cause merci, noble. En tout merci. cas, mon gars, merci beaucoup. Ce fut vraiment un honneur d'avoir cet échange, cette discussion avec toi. J'ai beaucoup appris. Et comme toi, on est tous les deux des Ouais, jeunes et ouais, je pense qu'on a beaucoup de choses à donner à ce monde et ouais. surtout à notre cher pays. Et donc, je te souhaite le meilleur au monde. Merci Continue beaucoup, comme ça. pareillement, Ne renonce pareillement. pas. Si je peux être utile, n'hésite pas. Le Cercle d'Influence Podcast, il est là exactement pour ça, Merci, pour merci, donner de la merci. plateforme et de la voix aux jeunes, pour permettre aux gens de savoir que on a du talent, on a de l'expertise technique chez les jeunes et que l'âge n'est pas un critère de compétence. Et surtout de démontrer et de montrer cette valeur que vous apportez tous et cette PR que vous apportez tous à l'édifice. Si tu as un dernier mot aussi, n'hésite pas. Franchement, je pense qu'on a tout dit. Merci beaucoup, Habib. Franchement, de ta cordialité, de comment on s'est connus même. C'est-à-dire, moi, jusque-là, je me Ouais. suis dit, mais Habib, est-ce que tu as vraiment besoin de moi? Tu me dis, non, viens, tout ça. Après, on discute et tout. Je te vois tellement enthousiaste. Et après, j'ai regardé tous les podcasts que tu as fait. J'ai compris, en fait, la mission que tu veux faire, comment tu veux démocratiser certains aspects. Franchement, pour mon mot de la clôture, je nous encourage tous à pouvoir donner ce genre d'opportunité. Aujourd'hui, je suis là, je partage. C'est un exercice. J'ai toujours aimé écouter des podcasts. Aujourd'hui, j'aurai le plaisir peut-être de m'écouter et de voir ce Ah que j'ai bien fait ouais. ou pas. Donc vraiment, merci pour cette opportunité-là. Et moi, vraiment, je t'encourage beaucoup plus à continuer d'aller de l'avant ensemble avec tous ces gens que tu aides. Ouais, merci beaucoup, Abdou. Comment les gens pourront entrer en contact avec toi? Je pense sur LinkedIn, c'est une bonne plateforme. Mon LinkedIn, c'est Abdou Esfal. Donc, je pense que tu pourras même laisser le lien là-bas. Ou bien je Oui, vais c'est te ça. Je donner... mettrai Ouais, les liens dans les show ouais, notes. Ouais. ouais. Je vais te donner un lien vers mon LinkedIn ou peut-être pour ceux qui veulent Facebook. Donc, on pourra garder le contact et voilà quoi. Moi, je suis une personne assez disponible. En tout cas, j'essaye. On doit apprendre. Donc, sur ça que personne ne peut apprendre et je pense que tu m'aideras beaucoup à me connecter avec des gens dans le Super, secteur. super, ça Ouais. marche. Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci beaucoup. Merci beaucoup en tout cas, Abdou. Ça fait un plaisir. Les Plaisir gars, c'était le partagé. Cercle d'Influence Podcast. À la prochaine. En attendant, soyez uniques, soyez légendaires. Peace and love. We out. Bye.